Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante et en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour décoder avec mes potes l'actualité caliente de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir un investisseur, un entrepreneur et aussi un podcasteur. C'est un ami à moi de longue date et je suis très content qu'il rejoigne la petite équipe de Silicon Carnet. Son nom, c'est Rodrigo Sepulveda Schultz. Rien que ça, et il nous rejoint dans Silicon Carnet. Mon deuxième invité, c'est Quentin Despa, fondateur de Meet Your Market. Je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne YouTube qui s'appelle The Good Sales. On va parler de la fin des médias traditionnels et je voulais que Quentin soit là avec nous pour nous parler de ça, puisque lui-même est en train de devenir un média individuel et son expérience est super intéressante. Et mon troisième invité, c'est El Professor, on le connaît tous, Pierre Gobil. Bienvenue dans Silicon Carnet à nouveau. Tu as ton rond de serviette dans Silicon Carnet, tu es le bienvenu ici. Je vous demande d'accueillir El Professor. El Professor, Causa del Papel, jetzt kümmert das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. Avant de commencer cette émission, je vous demande de commenter cette émission sur YouTube, d'aller vous abonner sur YouTube. La chaîne s'appelle Silicon Carnet. C'est hyper important pour l'algorithme et pour qu'on monte dans les rankings. Donc, allez de ce pas vous abonner à la chaîne YouTube de Silicon Carnet, commentez. Et si vous nous écoutez en audio sur votre plateforme de balado-diffusion, comme on dit, préférée, mettez 5 étoiles. Ça aide aussi énormément ce podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Bon, les amis, cette semaine, il s'est passé plein de choses dans la Silicon Valley et je voulais commencer cette conversation. J'avais pas prévu de parler de ça, mais actualité oblige. Est-ce que vous avez vu cette séquence qui a eu lieu au Sénat américain cette semaine avec les principaux dirigeants des médias sociaux? Il y avait le patron de Meta, Mark Zuckerberg, il y avait TikTok, il y avait Snap, Twitter, enfin il faut dire X maintenant, et Discord. Et le sujet, c'était la sécurité en ligne des enfants et des adolescents, puisqu'il y a de plus en plus de victimes adolescents et enfants de ces plateformes. Donc c'était vraiment le sujet phare de cette conversation devant le Sénat. Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a une vraie conversation à avoir, mais c'est vrai que ça ressemblait. On avait l'impression d'être devant un tribunal stalinien, quoi. Ça m'a rappelé des images de procès staliniens où vraiment ils étaient en face du Sénat et ils étaient comme des petits enfants qui ont fait une connerie. Hein. Ça, c'était assez impressionnant. D'un autre côté, c'est pas la première fois qu'il vient, c'est pas la première fois qu'il pose des questions, et il s'est rien passé. La question qui est posée, c'est la question de la modération. Et aujourd'hui, ce que considèrent peut-être à juste titre les sénateurs américains, c'est que Facebook met en danger la démocratie. Absolument. Et déstabilise les États-Unis. Et donc, si tu veux, c'est pas nouveau. Donc, qu'ils haussent le ton, ça me surprend à moitié. Il y a peu de choses qui sont faites finalement par ces plateformes, c'est ce qu'on se rend compte aussi, pour lutter contre ça. C'est assez un peu dérisoire. Et alors, je vous propose d'écouter, par exemple, la charge a commencé avec le sénateur Graham, qui est un petit peu le fer de lance, en fait, de cette charge contre ces plateformes sociales. Je vous propose d'écouter le sénateur Graham qui accuse Mark Zuckerberg, rien que ça, d'avoir du sang sur les mains. These are bastards by any known definition. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. Alors comme on le voit, c'est assez violent, hein, ça a commencé de façon assez violente, et là-dessus d'ailleurs, démocrates et républicains font bloc, hein, c'est ce qu'on appelle une charge bipartisane, comme on dit ici aux États-Unis. Hein. Là-dessus, on a vu, comme tu le disais, Ted Cruz ou d'autres sénateurs démocrates être à peu près aussi violents les uns que les autres par rapport à ça. Alors, qui est-ce qui était devant la commission? Et l'image est assez incroyable, je la montre à l'écran. C'est rare de voir en fait tous ces patrons alignés. Il y avait Mark Zuckerberg, donc le CEO de Meta. Il y avait Linda Yaccarino, qui est la CEO de Twitter. Evan Spiegel, le CEO de Snap. Alors lui, vraiment, il était décomposé pendant toute la session. Evan Spiegel, c'était certainement celui qui a, je pense qu'il devait être en train de faire bravo avec ses fesses, hein, parce qu'il était, on aurait dit un enfant
un enfant terrorisé. Et il y avait Xu Ziqiu, qui est le CEO de TikTok, d'ailleurs, où on lui a posé beaucoup de questions à savoir si il faisait partie du Parti communiste chinois, par exemple. On lui a posé des questions assez violentes. Mais Carlos, il est passé de tête il y a un an déjà devant la commission du Sénat. Ouais. On lui a déjà posé la question il y a un an, s'il était du Parti communiste chinois, qui étaient ses actionnaires, s'il était allé en Chine, s'il vivait en Chine, et il continuait à répéter non, moi je suis de Singapour, j'ai grandi à Singapour, Oui, bien sûr. on opère avec des salariés américains, etc. Il y avait Jason Citron, je n'invente pas son nom, c'est le CEO de Discord qui rejoint la bande des punis, avec un bonnet d'âne. Ben voilà, ils étaient tous là. Et alors, ce qui est très intéressant, je sais pas si vous êtes fait cette réflexion, c'est que ils ont vachement axé les critiques sur Meta, sur Mark Zuckerberg, qui était une stratégie assez intelligente de la part du Sénat, parce que en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que si on attaque tout le monde, ça va créer un peu de dispersion. Alors que là, en concentrant les attaques sur Mark Zuckerberg, qui est le plus gros, que c'est le chef de la bande, un petit peu, bah on va faire peur à tous les autres. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On avait l'impression que tout le monde regardait Mark Zuckerberg se faire attaquer et se disait waouh, si le boss se fait attaquer, on avait l'impression un peu d'une mafia avec le parrain qui était là et tous ses lieutenants derrière et qui étaient complètement terrorisés devant le Sénat. Du coup, il y a quand même une question sur dans quelle mesure on peut pas dire que c'est de la récupération politique parce que pour le coup les deux parties sont d'accord, donc il y en a pas un que ça avantage plutôt que l'autre, mais dans quelle mesure il n'y a pas une visée de communication dans cette affaire plus que de réelle volonté de régler le problème avec Facebook et compagnie, avec Meta et compagnie, quoi. Alors moi je crois pas que ce soit électoraliste parce que c'est bipartisan, donc ça veut dire qu'il y a les deux. Déjà, première chose, je pense qu'ils sont impliqués parce que ça leur cause des problèmes à eux. J'ai très peu d'espoir sur les politiciens, quels qu'ils soient dans le monde. Donc c'est pas quelque chose pour les glorifier, mais c'est juste que je pense que ça met en danger le système démocratique américain et donc leur position à eux en tant que telle. Et que donc ils se doivent de réagir. Est-ce qu'ils peuvent réagir? Ben ouais, moi je pense que ça doit être hyper flippant de se retrouver là, parce que tu as en face de toi l'autorité de l'État, la loi. Et que la puissance de ça, c'est quand même considérable. Ils peuvent plier les boîtes s'ils ont envie. Donc c'est pas neutre. Mais je pense pas que ce soit électoraliste du tout. Je pense que c'est véritablement, et je l'ai toujours dit, je continue à le dire, je pense que Facebook est un problème pour la démocratie dans le monde et notamment américaine. Et que ça commence à peser. Ça commence à effectivement un petit peu à peser. En tout cas, le discours, il est clairement, s'il est au Sénat, ça veut dire qu'il est dans la société américaine. Ça c'est absolument évident. Je vous propose d'écouter, par exemple, une des charges. Un des sénateurs explique à Mark Zuckerberg que il y a des adolescents qui se suicident à cause de plateformes comme Instagram. Et je vous propose d'écouter comment est-ce que tout ça a été expliqué au Sénat. Son got caught up in a sex extortion ring in Nigeria using Instagram. He was shaken down, paid money. That wasn't enough, and he killed himself using Instagram. What would you like to say to him? It's terrible. I mean, no one should have to go through something like that. Do you think he should be allowed to sue you? I think that they can sue us. Well, I think he should, and he can't. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que ces plateformes ne peuvent pas, on ne peut pas, ils sont protégés aujourd'hui par la section 230 qui protège les hébergeurs du contenu qui est diffusé sur leur plateforme. Et je pense qu'un des gros risques, et je sais pas si cette section 230 va continuer à perdurer, c'est vraiment ça, là où la législation risque de sauter, c'est de faire sauter cette section 230 qui protège les plateformes de la responsabilité de ces contenus, et auquel cas, si cette section 230 saute, à ce moment-là, effectivement, Meta, X, toutes ces plateformes peuvent être inculpées devant un tribunal et devoir payer des dommages et intérêts pour ne pas avoir contrôlé le contenu des plateformes. Je pense que le vrai enjeu, il est là, sur le plan législatif. Au-delà de la loi, ce qui moi me paraît complètement stupéfiant, c'est que ce discours, ce problème existe depuis longtemps, qu'il est connu des deux côtés, par les sénateurs et par les patrons de ces boîtes-là, et qu'ils ne font rien. C'est ça qui est absolument stupéfiant. C'est que même... ils ont essayé la fois d'avant, la dernière fois
que Zuckerberg était devant le Sénat avec Sheryl Sandberg. Ils ont essayé la section 230, c'était un débat partout. Mais c'est sort de la loi. En fait. Rodrigo, sort de la loi. Le problème, c'est est-ce que éthiquement, humainement, tu as envie que ton produit, que ton projet, que ta plateforme diffuse des trucs pareils? Moi non. Et si je suis patron de cette boîte-là, j'interviens pour que justement il n'y ait pas ces saloperies qui soient diffusées. La question, elle est quand même grave quand il dit vous avez du sang sur les mains. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux dire par là, à un moment donné, tu prends des décisions indépendamment de la loi. Moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'il y a un manque d'éthique considérable de la part de Zuckerberg, qui fait ça pour le pognon, pour être très clair, pour avoir de la data à vendre, des machins à raconter, et pas et qui respecte pas les gens, tout simplement. C'est ça qui me stupéfait, moi. Alors je vous propose justement d'écouter le sénateur Cruz qui explique quelque chose qui a lieu sur le produit Instagram, qui est assez impressionnant. C'est le fait que on peut faire des recherches pour des contenus pédopornographiques sur Instagram, avoir des résultats. Il y a effectivement un message d'alerte de la part d'Instagram qui dit attention, vous vous apprêtez à regarder un contenu illicite. Mais il y a quand même un bouton pour regarder le contenu quand même. Alors je vous propose d'écouter comment est-ce que Ted Cruz a amené cette question-là et d'écouter la réponse de Mark Zuckerberg face à cette question. Instagram also displayed the following warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse. And then you gave users two choices. Get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? All right, Senator. The basic science behind that is that when people are searching for something that is problematic, it's often helpful to, rather than just blocking it, to help direct them towards something that that could be helpful for getting them to get help. In what, I understand get resources. In what sane universe is there a link for see results anyway? Well, because we might be wrong. We try to trigger this warning, or we tried to, when we think that there's any chance that the results. Okay, you might be wrong. Let me ask you, how many times was this warning screen displayed? I don't know, but the you don't know. Why don't you know? I don't know the answer to that off the top of my head. But well, you know what, Mr. Zuckerberg? It's interesting you say you don't know it off the top of your head, because I asked it in June of 2023 in an oversight letter, and your company refused to answer. Will you commit right now to within 5 days answering this question for this committee? We'll follow up on that. Is that a yes? Not a will follow up. I know how lawyers write statements saying we're not going to answer. Will you tell us how many times this warning screen was displayed? Yes or no? Senator, I'll personally look into it. I'm not sure if we have. Okay, so you're refusing to answer that. Let me ask you this. How many times did an Instagram user who got this warning... La réponse de Marc, elle est de dire oui, mais en fait, on peut se tromper. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'on propose quand même aux gens de voir le contenu parce que éventuellement, on s'est peut-être trompé avec notre algorithme. Enfin, c'est du foutage de gueule, quoi. En fait, ça, c'est du vrai foutage de gueule. Sur la responsabilité de ces plateformes, Pierre a raison aussi. Des études ont fuité pour démontrer que ces plateformes savent très bien qu'il y a un problème auprès notamment des teenagers. Le sénateur Cotton qui a expliqué que ces études internes avaient démontré que 70% des adolescents sont exposés à des contenus pornographiques ou violents chaque semaine. Et il a posé la question à Marc, effectivement, qui est-ce que vous avez viré? Et écoutez la réponse de Marc, en fait, personne. My question is, who did you fire for this? Who got fired because of that? Senator, we study all of this because it's important and we want to improve our services. Well, you just told me a second ago that you studied it, but that there was no linkage. Who Senator, did you fire? I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you fire? tools. Senator, I don't think that's... Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't action. think it's appropriate to talk about like It's not individual appropriate. HR decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone,
and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with the issues that your service has caused? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful content, make money, take it off the services, to make money, and to build tools that empower parents. So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Et cette question simple, qui est-ce qui t'as viré qui quoi en fait? Parce que tu sais les problèmes qui existent en interne. On voit que Mark Zuckerberg il patauge dans la choucroute, il répond pas. Alors que je suis absolument certain, et je tiens pratiquement de source sûre à l'intérieur de Facebook qu'il y a des gens qui ont été virés. Pourquoi, à votre avis, il n'est pas capable de répondre clairement à cette question? Parce que tu es aux États-Unis, Carlos, et que le système américain est tenu par les avocats. Ouais. Et que donc, en fait, il a le droit de dire des choses et pas d'autres. Et en fait, il est complètement bloqué d'un côté par l'agressivité des sénateurs et de l'autre côté par les lawyers qui lui disent ne réponds pas aux questions. Situation intenable pour Zuckerberg. Je ne l'excuse pas parce que je pense qu'il n'a pas fait suffisamment de choses pour que ces choses-là n'arrivent pas. Le bouton, on peut l'enlever, hein, il y a des choses qu'on peut faire quand même. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, il faut que les gens comprennent que les avocats aux États-Unis, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc il ne fait que faire ce que lui demandent ses avocats, rien de plus. Je vais donner deux exemples à cela pour comprendre la mentalité américaine du monde des affaires américain. Il y a longtemps, quand on avait besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, vous vous souvenez, on remplissait sur le papier, on cochait des cases, et l'une des cases était « Est-ce que vous venez pour tuer le président des États-Unis » Oui, non. Quel abruté dirait oui? Néanmoins, si tu le mets, tu es mis directement en tôle. De la même manière, si tu te fais arrêter pour excès de vitesse ou avoir grillé un feu rouge aux États-Unis, si je dis « Est-ce que je peux entrer en voiture ou fouiller votre voiture ?» Si tu dis non, il ne peut pas. Donc, tout est dans ce formalisme. Et le fait qu'il ne réponde pas, ça lui permet d'éviter les conséquences qui seraient prises en disant un mot ou un autre de travers et qui pourraient retourner contre lui. Oui, tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous, et donc moins tu en dis finalement, et mieux tu t'en sors, c'est ça. Donc en gros, il était là pour prendre un train dans la gueule. C'est le 5e amendement de la Constitution américaine qui dit c'est le right to not self-incriminate, hein, de ne pas s'auto-incriminer. Alors bon, cette audience, elle a culminé effectivement, Quentin en parlait tout à l'heure, avec cette image absolument incroyable où à un moment, je pense que c'était le sénateur Cotton, a dit à Mark Zuckerberg, voilà, vous avez l'occasion aujourd'hui, les familles sont là, les familles des victimes sont là, de vous excuser. Est-ce que vous auriez pas un mot à dire en fait aux victimes? Et alors là, on a cette image incroyable d'un Mark Zuckerberg, un des hommes les plus riches du monde et peut-être un des hommes les plus puissants en fait du monde, qui face au Sénat se lève, se tourne face au public, qui brandit les photos des enfants qui sont décédés et qui s'excuse, enfin à demi-mot, il s'excuse pas vraiment, mais enfin il a un mot en fait pour les familles, il les regarde dans les yeux. L'image est assez impressionnante. On avait rarement vu cette image-là. Et c'est là que moi je me suis dit ouais, là c'est vraiment du procès stalinien et on est en train de faire des images pour la société américaine et qui vont être prises sur CNN, sur les médias traditionnels, et on avait besoin de cette image-là et voilà, on a cette image, c'est la première fois. On est sur une mentalité américaine où le maxima culpa, un peu japonaise aussi, hein, où le maxima culpa public
a énormément de valeur. Même si tu le penses pas, même si une seconde après tu fais autre chose, le fait de le dire rassure et quelque part pense les plaies, parce qu'ils ont grandi comme ça aux États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cet épisode qui était assez spectaculaire. Je vous invite à aller regarder les images. J'en ai posté quelques-unes ici, mais vous pouvez aller regarder l'intégralité si vous avez 2 ou 3 heures à perdre. Les images sont disponibles partout sur les médias sociaux. Alors, je vous propose de parler d'un autre sujet qui quelque part est pas si éloigné de ça, pendant que les patrons des médias sociaux passent devant le Sénat américain. La tech aux US, elle continue de licencier à tour de bras. Et ce malgré des profits et des valorisations records encore cette semaine en bourse. Selon le site web layoff.fyi, c'est pas facile à dire, plus de 23 000 travailleurs ont été licenciés en janvier. C'est le plus grand nombre de licenciements en un mois depuis mars de l'année dernière. En mars de l'année dernière, on avait eu 38 000 licenciements dans la tech en seulement un mois. Je rappelle que la tech a supprimé plus de 260 000 postes en 2023 et visiblement c'est pas terminé. Je montre là les chiffres des layoffs en 2022 jusqu'à aujourd'hui et on voit que ça s'accélère. Les principales sociétés qui ont licencié, c'est Amazon en tête avec 27 000, 21 000 chez Meta, Alphabet, c'est-à-dire Google et consorts, qui ne licencient jamais, a annoncé 12 000 licenciements, 10 000 chez Microsoft. Enfin, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Un petit mot d'ailleurs sur ces layoffs. Vous pensez que ça va continuer en 2024 ? Quand tu parles des gros qui font des layoffs, moi je pense qu'ils enlèvent un peu le gras, c'est tout. C'est quand même des boîtes qui ont quand même des dizaines de milliers de gens qui sont jamais posé la question d'optimiser les ressources humaines. Là, l'occasion leur est donnée de le faire, ils prennent l'occasion et ils le font. Oui, parce que par exemple chez Google, il y a 260 000 employés, hein, donc ils en licencient 12 000 sur 260 000. Hein, donc il y a encore du gras, hein, ça c'est sûr. Hein, il y a encore du monde à licencier. Mais comment est-ce que vous expliquez ? Alors bon, mathématiquement, on voit que la bourse, elle accueille ces licenciements très positivement puisque leur cours de bourse augmente et leur valorisation augmente au fur et à mesure qu'ils licencient. Ça, c'est assez classique. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question d'intelligence artificielle derrière ça ? Est-ce que vous pensez que c'est juste une manœuvre économique d'optimisation, ou est-ce qu'il y a un véritable changement des manières de travailler, l'intégration en fait de l'intelligence artificielle dans leur processus, qui fait qu'ils ont besoin de moins de monde? Alors, j'ai pas regardé les comptes en détail, mais je crois qu'on n'est pas encore sur un problème d'automatisation du travail. Le commentaire, il y a 1 an et demi, quand Elon Musk a racheté Twitter et qu'il a viré 75% des gens, on s'est dit, tiens, il a donné le go pour que tout le monde commence à virer. Un truc qui était un peu tabou dans la vallée. On recrutait dès qu'il y avait un vrai talent qu'on voyait passer, on l'embauchait au cas où pour pouvoir lui faire un truc. Et pour aussi l'enlever du marché et faire en sorte que la concurrence ne le recrute pas. Hein. Absolument. C'est défensif. Et donc, comme dit Pierre, on a eu beaucoup de gras. Et c'est licenciement, au début licenciement chez Twitter, c'est ce qu'on s'est dit, c'est on va permettre de virer. Écoute, je crois qu'ici on est sur un autre phénomène. On est passé de taux d'intérêt quasiment gratuits, on était proche de zéro pendant quelques années, ce qui permettait de emprunter, et toutes les grosses boîtes empruntent de l'argent pour financer des opérations, pour ce qu'on appelle se leverager. Et aujourd'hui, les taux sont augmentés à 6%, 7%, donc on peut pas emprunter aussi facilement. Donc, l'argent qui allait en equity avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent en dette, c'est-à-dire que tu n'empruntais pas l'argent, tu n'avais pas un coupon, aujourd'hui, il va dans la dette, on ne l'achète plus en equity. Donc, une manière de remonter l'equity, c'est de la rendre plus attractive. Et donc, en donnant des chiffres et des résultats beaucoup plus attrayants, un earnings per share, pour parler un petit peu de technique, ça permet de de soutenir les cours. Je pense que le phénomène de taux d'intérêt ici joue à fond. Il y a aussi un autre phénomène. Je discutais hier avec des employés de chez Facebook qui me disaient, je leur disais, tiens, le cours de la bourse suite à l'épisode de Mark Zuckerberg devant le Sénat, Facebook, Meta a perdu moins 2%, et eux ils s'en réjouissaient. Et ils étaient très contents en fait que le cours de Facebook, de Meta, ait chuté de 2%. Vous savez pourquoi ?
Parce que là, on est fin janvier, qu'ils vont recevoir des stock options. Parce qu'ils ont leur bonus là cette année. Ils se disaient mais moi ça m'intéresse que le cours chute en ce moment parce que ça va me faire plus de stock options à récupérer. Le cours était beaucoup trop haut, etc., etc. Et comme j'ai pas décidé de partir et d'exercer mes stock options, moi si le cours descend, ça me va très bien. Juste pour mémoire, si tu regardes le S&P 500 à 1 ou 2 points près, les 7 premières boîtes, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, font 63% de la croissance. Les 493 boîtes suivantes font 3-4 points de croissance, tous ensemble. Donc en fait, c'est la tech qui tire l'ensemble du cours de bourse. Et ces boîtes-là, je te disais à l'instant, voilà, donc je te disais, toutes ces boîtes-là, il faut qu'elles rendent le cours plus attractif, d'où les licenciements pour avoir des meilleurs résultats. Il y a un autre secteur qui est fortement impacté par les licenciements, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous cette semaine. C'est celui des médias. C'est assez impressionnant. Alors bien évidemment, les chiffres sont beaucoup moins volumineux, mais par rapport au secteur en fait des médias, c'est un peu l'hécatombe. On a l'impression que tous les groupes de presse sont en train de faire le ménage au sein de leur rédaction, et ça présage rien de bon pour l'avenir du secteur. Un secteur qui a toujours autant de mal à trouver son business model. Je vous donne quelques exemples récents. Bon, on se rappelle tous de Vice Media qui a annoncé son dépôt de bilan pratiquement, c'est-à-dire que la boîte était valorisée à 5,7 milliards de dollars en 2017 et elle s'est placée en redressement judiciaire et finalement elle a été rachetée pour 225 millions de dollars et elle a encore annoncé une nouvelle vague de licenciements avec presque une centaine d'employés qui ont été touchés. Vox Media, c'est pareil. Vox Media, c'est la propriété du New York Magazine. Ils ont aussi The Verge, qui est un titre très connu dans le domaine de la tech, qui a encore annoncé de nouveaux licenciements là en début d'année, environ 4% de son personnel. Et une des choses qu'ils invoquent, c'est le fait de la baisse des revenus publicitaires et aussi du lectorat. C'est ça qui est assez intéressant. La liste est longue, ça touche même des médias plus traditionnels comme Condé Nast par exemple, qui réduit son personnel de 5%. Il y a environ 300 employés qui ont été licenciés. Alors Condé Nast, on le rappelle, c'est bien évidemment Vogue, mais c'est pas que Vogue. Il y a aussi The New Yorker, Wired dans le domaine de la tech ou Vanity Fair. Là aussi, Condé Nast se dit perte de trafic sur les médias sociaux, baisse des revenus publicitaires online. Le Washington Post, pourtant une institution, annonce aussi qu'il va encourager les départs volontaires. Il souhaite supprimer 10% de leur personnel, c'est environ 240 postes. Je rappelle que le Washington Post est un journal qui est détenu, le propriétaire du Washington Post c'est Jeff Bezos, mais bon, ils anticipent une baisse des revenus. Notamment sur la publicité, les abonnements, le trafic. Bref, la liste n'en finit plus. Comment est-ce que vous analysez cette vague de licenciements dans les médias ? Cette vague de licenciements, elle vient de la bataille de l'ancien monde avec le nouveau monde. Un petit peu, je pense, c'est l'efficacité de ces médias-là, parce que leur rôle, comment ils gagnent de l'argent, ces médias-là, c'est capter l'attention et puis vendre de la pub. Alors, au final, comme on parlait de Meta tout à l'heure, c'est exactement ça. S'ils n'arrivent plus à capter ces capitaux aussi bien qu'avant, cet argent-là qui circule pour se faire connaître aussi bien qu'avant, c'est peut-être qu'ils sont plus aussi efficaces qu'avant, ou qu'en tout cas il y a des nouveaux médias qui existent et qui le sont plus et qui attirent davantage les capitaux. Donc ça c'est la première question, la première solution. Puis la deuxième, c'est la question de peut-être de la rentabilité. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut être un média avec un iPhone, quoi, versus des médias qui ont des coûts de structure énormes, les médias traditionnels. Peut-être qu'il y a des vrais sujets de production où ils sont plus compétitifs tout simplement, et on peut pas transformer un média qui a ses coûts de structure du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une partie de la réponse ici. Donc perte d'audience drastique et coûts de structure absolument colossaux. Donc grosso modo tu perds sur les deux tableaux, quoi. C'est-à-dire que dans ton PNL, ton revenu baisse et tes coûts de structure sont encore très élevés. Donc il y a aucun moyen de pouvoir t'en sortir. Dans The All In podcast, Jason Calacanis s'est expliqué un petit peu le business model de ces médias traditionnels et il donnait quelques chiffres qui sont assez intéressants. Le salaire d'un journaliste aux États-Unis, un débutant, c'est entre 50 et 60 000 dollars. Un senior, il va coûter entre 90 et 100 000 dollars. Plus ensuite, il faut rajouter tout ce qui est overhead, donc bien évidemment les sales, tout le marketing, les coûts de structure,
etc., etc. Et il disait, bah voilà, un journaliste pro, il peut écrire environ 2 stories par semaine, pas plus, quoi, en fait. Et donc, chacune de ces stories, si on prend le coût de son salaire, coûte environ $1000. Et avec un CPM de $10, ça veut dire que chaque story doit au minimum créer entre 100 000 et 150 000 vues pour être à l'équilibre. Et bien évidemment, ces articles n'enregistrent pas ces audiences-là. Encore, ça voudrait dire qu'en plus, il y a eu l'inventaire publicitaire pour rémunérer en fait cette audience de 100 000 ou de 150 000 vues. Et le modèle de souscription, si on prend un prix moyen de $50 par an, ça veut dire que chaque story doit générer entre 15 et 20 abonnements pour être rentable. Donc, en gros, les chiffres, le modèle économique de la presse et des médias traditionnels, il marche pas. C'est exactement ça. Et effectivement, j'ai écouté l'épisode de ce podcast. C'est exactement ça. Le modèle ne marche pas. Et puis, il y a une concentration, en fait, des plateformes d'audience. Donc, c'est ce qui te rajoute aussi, hein, c'est que tout le monde est parti chez Facebook, Google et TikTok, y compris les nouveaux entrants, type Amazon, qui ont une activité pub. Et j'aime bien son commentaire de se dire, tu préfères mettre une pub dans un journal papier ou de le mettre à côté du bouton acheter sur Amazon? Bah oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a une autre dynamique dont on a parlé et qui est importante, c'est celle de l'engagement. Tu peux couvrir le même nombre de personnes, mais engager 10 fois moins. Et du coup, c'est ce qu'on voit aussi notamment par le CPM. Pourquoi il y a un CPM élevé ou pas élevé, c'est ta capacité aussi à transformer derrière, qui peut te faire fixer ce price-là. Donc, en réalité, je pense qu'aussi les médias traditionnels, au-delà de la couverture, il y a un sujet de la techno, parce qu'on peut pas cliquer sur un bouton et sortir le produit pour l'acheter. On peut le faire sur Internet. Et il y a un problème de puissance de conviction qui n'existe plus. Puis aussi, de manière plus fondamentale, on consomme plus l'information comme on la consommait avant. On lit plus les journaux, on ne regarde plus la télévision. On veut des formats vidéo, des formats courts, des formats précis, ça a beaucoup changé. Donc la façon dont on délivre l'information a beaucoup changé, et eux, ils n'ont pas changé. Pourtant, ils ont essayé, hein. Ils sont passés online, ils ont mis en place des modèles de subscription, mais effectivement, on a l'impression que ils ont plus le trafic, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de trafic en fait sur ces sites-là, quoi. Ouais, puis ce qu'ils essayent de faire aussi, c'est que comme ils ont plus le trafic, ils commencent à faire de l'entertainment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'ils savaient faire, ils commencent à se dérouter pour essayer de capter un auditoire, une audience. Et donc du coup, ils font plus leur vrai métier et ils commencent à dénaturer ce qu'ils savaient faire aussi, donc ils deviennent encore plus irrelevant de mon point de vue. Petite question qui fait écho justement au premier sujet où on a vu ces médias sociaux qui eux enregistrent l'intégralité pratiquement du revenu publicitaire sur Internet. Hein. Je sais pas quels sont les chiffres, mais si on met Google plus Meta, je pense qu'ils doivent capter plus de 75% du revenu publicitaire online, rien que ces deux-là. Est-ce que vous pensez qu'un épisode comme celui devant le Sénat ne va pas faire poser des questions aux annonceurs à se dire est-ce qu'on a intérêt à mettre de la pub sur ces plateformes-là ou en fait vous pensez que ça va avoir aucun effet? Tant qu'il y aura de l'audience, il y aura du pognon, c'est tout. J'allais dire, si tu es la version pessimiste, moi je te rejoins complètement, Pierre. Ouais, et puis je pense que c'est très programmatique en fait tous ces trucs-là. Je pense que les annonceurs ils savent même pas où est-ce qu'ils sont. Qu'en fait ils balancent un chèque dans des plateformes d'attribution et ils ont même pas conscience si leur pub apparaît sur Instagram, sur Facebook, sur. Ils deviennent éthiques quand ça leur permet de vendre un peu plus. Ouais. Sinon ils n'ont aucune raison d'être éthiques. J'ai les chiffres, Carlos. Il y a depuis une dizaine d'années un cabinet de conseil à New York qui s'appelle Activate, qui a été lancé par l'ancien patron mondial responsable des médias chez McKinsey, qui s'appelle Michael Wolff. Donc vous pouvez aller sur activate.com et chaque année ils font le Technology and Media Outlook. Et donc les Américains ont des journées de 32 heures en moyenne, 32, parce qu'ils multitâchent. Sur ces 32 heures, ils dorment 6h38. Maintenant c'est là où ça devient intéressant. Ils passent 5h21 par jour à regarder des vidéos. C'est énorme. 1h27 en social media, including social video et messaging. Rien que ces deux activités-là, ils passent plus de temps à faire ça qu'à dormir chacun des jours. Vous pouvez regarder l'étude, il y a 200 pages, il y a plein de data, mais effectivement, on consomme plus pareil, c'est ce que disait Pierre. Et puis en plus, quand tu dis ils multitâchent, qui font qu'ils ont plus de 24 heures, parce qu'en fait ils écoutent un podcast et ils regardent une vidéo en même temps. Enfin, on a l'impression que ils consomment du contenu partout. Ouais, Pierre. Il paraît même qu'il y en a qui font du vélo et qui regardent des vidéos en même temps et des films en même temps. Exactement. Il paraît qu'il y en a qui font du vélo et qui regardent des vidéos en même temps. Et n'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a le transport que l'on n'a pas vraiment en Europe. Le commute qui est énorme. Le commute qui est énorme. Les Japonais ont ça aussi. C'est pour ça les formats courts sur téléphone en mode vertical. Mais ça prend beaucoup de temps. Et à la gym, un truc qu'on commence à voir nous aussi, où ils regardent également beaucoup de vidéos.
Mais moi, ça me pose une question fondamentale qui est comment est-ce qu'on touche les gens? Pour moi, il y a deux catégories de gens. On va être très, très caricatural. Il y a les gens qui sont éduqués et les gens qui le sont moins. Les gens qui sont éduqués, ils ont capacité à formuler des choix, à aller chercher la chaîne qui leur convient, à se former des opinions, etc. Les gens qui sont moins éduqués, eux, ils avaient accès aux mainstream médias, c'est-à-dire à la télévision, à la radio, aux journaux, aux choses qu'on connaît. Si ces choses-là deviennent, ce que je crois, de moins en moins intéressantes parce qu'elles font de l'entertainment, comment est-ce qu'on va toucher ces gens qui sont moins éduqués et qui sont l'immense majorité des gens? Mais c'est là, YouTube, on a un vrai problème d'information. Tu te trompes, hein, là. Je pense que ces gens-là, ils regardent plus la télé, ils regardent plus les mainstream. Ils sont aujourd'hui sur TikTok et sur YouTube, hein. Pas tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent rien. Tu regardes les chiffres, ils sont sur YouTube, hein. C'est colossal, hein, le nombre d'heures passées, en fait, par les gens sur YouTube et notamment sur les nouvelles générations. C'est colossal. Moi, je vous engage à aller dans les transports en commun. En tout cas, ici en Europe, vous voyez, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde. Et c'est du snacking. Vous voyez le geste, là, il faut comme ça. C'est hallucinant. Oui, mais si tu veux aller dans le fond, c'est-à-dire la question, c'est comment tu remplaces un journaliste du New York Times qui a fait un article de fond, parce que c'est quand même utile d'avoir de temps en temps des articles un peu précis. Là, il faut quand même aller chercher quelque chose. C'est pas en snackant du YouTube que tu vas y arriver. C'était ça mon point. Ouais, attends, on y vient. Justement, Pierre, je vais t'amener justement là-dessus. On va à l'occasion d'en parler. Il y a un autre phénomène qui est très important et qu'on voit émerger face à ces médias traditionnels. C'est justement l'apparition de médias individuels. Et c'est pour ça que je voulais que Quentin soit là avec nous, parce qu'il en est la parfaite démonstration. Sont des experts sur des sujets bien particuliers, sur des sujets niches, qui décident de non pas simplement délivrer un service et de proposer un service, mais de devenir en fait finalement leur propre média. Et c'est ce que tu as fait, Quentin, sur le sujet des ventes. Tu as développé une chaîne YouTube, tu produis du contenu qui d'ailleurs est très très bien fait, très bien produit. Les vidéos sont très bien réalisées, etc. C'est assez remarquable. Et donc, on a des médias à part entière qui apparaissent, qui sont super niches, et les gens peuvent désormais aller chercher l'information directement à la source. C'est ça qui est intéressant, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, en s'abonnant à ces chaînes YouTube ou en s'abonnant à ces newsletters, que ce soit sur Substack, sur Medium, etc. Parle-nous un petit peu, Quentin, est-ce que toi tu as vraiment réalisé ce truc-là? Tu t'es dit, est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est le fruit d'une stratégie où tu as compris que on ne lisait plus management ou capital ou je sais pas ce que les gens lisaient en France quand on est un sales ou un marketing guy, mais que on allait vers des médias plus niches traditionnels où des gens comme toi prennent la parole et trustent en fait cette parole sur ces plateformes? Ouais, bah la décision, c'est un mélange. Tu disais, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est calculé? C'est un peu les deux. Finalement, le point de départ, c'est le constat sur le B2C, qui souvent est un peu avant-gardiste sur l'usage des médias, notamment, et la manière d'acheter. Souvent, le B2C est un peu en avant. Et je me suis dit, donc nous on fait du B2B. Je me suis dit, mais ces gens qui nous achètent, c'est aussi des personnes qui vont acheter sur Amazon, qui vont acheter des produits de consommation tous les jours. Comment ils sont captés ces gens-là? Bah, sur des YouTube, sur du LinkedIn ou etc. En tout cas, sur les nouveaux médias. Donc, ces gens-là, ils sont là-bas pour acheter leurs produits tous les jours. Ils sont aussi là pour capter de l'info pour leur job. Et donc, la partie hasard, pour ma deuxième partie d'explication, c'est que je me suis simplement dit, bah, si tu sais pas, laisse-toi 30 jours de moi pour essayer et constater et voir ce qui se passe. Et en effet, et quand tu regardes autour de toi, quand tu es sur YouTube, tu es comme tout le monde, tu consommes ton contenu. Pierre en parlait tout à l'heure, il veut son contenu informé, où il va chercher sa source. Sauf que sur le côté, il va avoir des suggestions de contenu autour. YouTube, l'algo a appris sur Pierre. Et je suis sûr que de temps en temps, bah, il va cliquer sur un truc auquel il s'attendait pas. Et c'est ce mécanisme-là qui va engendrer toute la suite, quoi. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce que tu racontes là, c'est qu'on et face aux médias traditionnels, c'est qu'on est véritablement dans un énorme unbundle de l'information. C'est-à-dire qu'on shift effectivement d'un modèle traditionnel où l'information était très centralisée sur des titres qui avaient une énorme réputation, vers un modèle qui maintenant est complètement décentralisé. Je suppose que vous suivez des channels bien particuliers. Personne ne suit les mêmes channels. Et tu as raison de dire, Pierre, que du coup, la seule façon pour les médias traditionnels de rivaliser
avec ce phénomène-là, c'est de sombrer finalement dans le sensationnalisme, quitte à perdre effectivement la confiance de leur auditoire. Et je montre là les stats de la confiance des Américains dans les médias traditionnels. Et regardez comment est-ce que ces chiffres ont évolué. C'est juste hallucinant, c'est-à-dire que le trust a complètement chuté pour les médias traditionnels, et en plus c'est assez intéressant parce que ça montre des événements historiques ou d'actualité qui ponctuent en fait ce truc-là. On voit qu'il y a eu une accélération avec l'élection de Trump, avec le Covid et des trucs comme ça qui ont fait que les gens ont de moins en moins confiance dans le mass média. Alors quand on prend les partisans, ça c'est encore pire qu'en fait quand on regarde les républicains et les démocrates. Alors les démocrates ont encore confiance à 58% dans les médias traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont plutôt du côté démocrate que du côté républicain. Mais les républicains, c'est 11% de confiance dans les médias traditionnels. C'est assez colossal. Cette courbe, elle est hyper intéressante. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment une phase pré-95-2000 où il y a un trend qui se dessine extrêmement régulier. Et puis, il se passe un truc à partir de 95-2000 où là, premier changement, en fait, on a des courbes qui se mettent à changer de direction assez régulièrement. Deuxième changement, c'est la violence qu'on n'avait pas vue avant. Ces variations qui sont très fortes. Et puis le dernier, c'est vraiment cette fréquence. Et là, je relie avec le sujet méta et ce qu'on était en train de se dire, mais pourquoi ça s'excite comme ça depuis 2000? Et moi, je pense que cette confiance, elle s'est érodée en même temps que les nouveaux médias sont sortis de terre avec les géants. Parce que si tu regardes, en fait, 2000, c'est quoi? C'est le début, c'est Google qui a eu 2 ans, quoi. YouTube, c'est 2005. Facebook, Meta, c'est 2003-2004. Twitter, 2006. Et donc, il y a une corrélation entre ces mouvements de courbe, tu vois, 95-2000 et la naissance de ces nouveaux médias qui est hyper forte. Alors, est-ce que c'est un hasard? Moi, je pense pas. Et tu parlais de sensationnalisme. Et de ce qui fait que c'est ce qui fait que ça marche. On dit souvent, quand tu as du contenu très polarisant, c'est là que tu as le contenu qui retient l'attention. L'attention, c'est ce que tu monétises. C'est ce qui fait que c'est Facebook qui capte l'argent et pas le Wall Street Journal, parce qu'il arrive à mieux capter l'attention des gens. Et je trouve ça assez notable comme différence, tu vois, 95-2000, droite-gauche, quoi. Pour moi, il y a aussi un truc à dire, c'est que je pense que les gens ont fait l'amalgame entre les journaux et le pouvoir politique. Et c'est pour ça que les républicains n'ont que 11% de confiance, parce qu'ils ne croient pas au fédéralisme et au pouvoir politique. Et je pense que quand on regarde les journaux américains en tout cas, et les médias américains en tout cas, les gros, ils sont tous affiliés à un parti politique d'une certaine manière. Et ils servent la soupe à droite comme à gauche de ces gens-là. Et que donc aujourd'hui, quand on regarde un journal ou un média traditionnel, on a un peu le sentiment d'écouter un politicien. Et comme les politiciens ont perdu énormément en crédibilité, les médias sont tombés avec. Donc pour moi, il y a aussi cette corrélation on a associé, bizarrement d'ailleurs, les médias au pouvoir politique. Alors bizarrement, en Europe, c'est pas vrai parce qu'il y a une forme d'indépendance quand même qui n'est pas vraie aux États-Unis. Aux États-Unis, les médias sont tenus avec des lignes politiques relativement claires. Bah, on demande aux gens quand tu es électeur aux États-Unis, on te demande de déclarer de quel camp tu es, quoi. Est-ce que tu es républicain, est-ce que tu es démocrate ou est-ce que tu es indépendant? Donc effectivement, même les médias ont une couleur. Le New York Times va être plutôt un démocrate libéral et le Fox bien évidemment plus du côté républicain ou Atlantico, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est que la vérité est devenue boring. C'est-à-dire que le travail des médias, dans leur définition, c'est de rapporter des faits, et que ces faits sont complètement boring. Ils ont été entièrement commoditisés. Je pense que on le vit tous. C'est-à-dire que avant, on achetait un journal pour avoir la vérité, pour avoir l'actualité, connaître l'actualité. Aujourd'hui, c'est devenu tellement simple. On prend Google et ça vous arrive tous les jours de dire bah tiens, je veux savoir quelque chose. Bah je ouvre Google, je fais une recherche dans Google. La vérité, elle ne vaut plus rien parce qu'elle est accessible immédiatement, elle est disponible. Et finalement, les médias traditionnels, ils ne font que leur boulot. Ça a été leur boulot depuis toujours de rapporter les faits, de ne pas
suranalyser en fait ces faits-là, sauf que c'est devenu complètement boring. Ça fait chier les gens d'aller lire la presse traditionnelle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la commission de Bruxelles la semaine dernière et de regarder ça emmerde tout le monde. Et donc je pense que il y a un truc aussi phénomène comme ça, puisque finalement ces médias alternatifs qu'on trouve sur les plateformes online, et c'est ce qu'on fait sur Silicon Carnet, tout ce qu'on vous dit, nous on lit le New York Times, on lit le Washington Post, on lit le Financial Times, on n'invente rien, on a été chercher cette information, mais je vous le dis, hein, c'est ultra boring. Je passe ma semaine à lire des articles du Financial Times qui sont ultra boring, et vous écoutez Silicon Carnet parce que on vous apporte des faits, mais qu'on apporte une analyse, une opinion sur ces faits-là qui sont beaucoup plus intéressantes que la simple lecture des faits. Donc je pense que y a aussi ce phénomène-là, c'est que les médias traditionnels sont chiants. Est-ce que c'est les médias traditionnels qui sont chiants, ou est-ce que c'est notre niveau d'attention qui a tellement baissé que c'est devenu chiant? Tu vois, il y a un sujet de est-ce que c'est la réalité qui est plus chiante qu'avant, ou est-ce que c'est notre perception de la réalité, ou notre niveau de, tu vois, le niveau de ce qui est chiant et pas chiant vient de se relever? Et moi, j'ai vraiment l'impression je pense que les gens se disent, j'ai pas besoin des journaux pour connaître la vérité, puisque la vérité, elle est disponible immédiatement sur Google. Donc, je cherche autre chose. Moi, j'ai une autre grille de lecture, qui est pas la même, qui est que le monde est devenu de plus en plus complexe, et que pour informer les gens, il faut expliquer plein de choses. Et que quand tu lis un article dans le New York Times, c'est intellectuellement, il faut un effort, il faut lire, il faut comprendre le contexte, etc. Et ils préfèrent une information, quitte à ce qu'elle soit fausse, qui soit facile à digérer, plutôt qu'une information qui relate de la complexité du monde. Et comme on refuse la complexité du monde, on refuse de prendre le temps de lire un article qui fait 3 pages, mais qui pour autant a besoin de 3 pages pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Et pour moi, c'est plus ça. C'est que les gens refusent de lire des choses complexes, ils veulent des trucs à snacker, je crois qu'on l'a tous dit, des choses simples, des choses qu'on comprend immédiatement, et qui expliquent simplement des choses en disant finalement j'ai compris, alors qu'ils ont rien compris. Je pense qu'en effet, on est passé au snacking. Au lieu de consommer dans le temps, on s'asseyait le matin, on mettait une demi-heure, 45 minutes, peut-être 1 heure, à lire le journal et toutes les informations. Mais non, on lit par petites tranches de quelques minutes, tout le temps dans la journée. Donc effectivement, on ne pose plus le temps. Même moi, personnellement, tu vois, je m'assois le dimanche matin avec mon iPad pour lire la presse. Et je le fais plus dans la semaine. Pour faire ce boulot-là, ce qu'on fait nous aujourd'hui dans Silicon Carnet, on a besoin de la vérité. C'est-à-dire qu'on a besoin moi, je ne peux pas faire une émission comme Silicon Carnet sans Wired, sans le New York Times ou sans le Financial Times, qui s'est quand même emmerdé à aller chercher l'information, à la vérifier, et on peut pas développer une analyse et une opinion sans eux. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là perdurent. Alors moi, je dépense, j'ai à peu près 300 ou 400 balles d'abonnement par mois à ces journaux-là, mais ça suffit. Visiblement, ça ne suffit pas. Donc, on a quand même une menace là qui pèse sur nous, c'est que la vérité peut disparaître si ces gens-là ne font plus ce travail-là, quoi. En fait, c'est dingue. Elle peut disparaître ou elle peut apparaître sous un format qu'on connaît moins. Tu parlais de Hugo Décrypte au début, c'était quelqu'un que les gens prenaient pas forcément hyper au sérieux en tant que média d'information. Et par le format, par plein de choses. Et avec le temps, les habitudes ont changé. Il y a des gens qui vont chercher là-bas une source d'information, parce que qui essayent de rester neutre. Il y a des médias autant où c'est la force et les gens achètent, c'est comme de l'information à valeur ajoutée. Ils achètent ce côté opinion. Et il y en a à l'inverse qui utilisent les mêmes codes mais qui cherchent à rester neutres et qui ont réussi à se réinventer, à aller capter cette attention là qui vaut tellement d'argent et qui leur permet de se financer et continuer de dire la vérité. Je pense juste qu'il faut pas attendre à ce que les médias traditionnels continuent de faire leur métier de manière traditionnelle. On veut qu'ils aient leur objectif originel, mais délivré sous un format peut-être un peu différent. Qui ferait qu'ils arriveraient à réintéresser les gens. Tu disais au début que la force en fait de ces médias alternatifs comme toi ou comme nous, c'est qu'on a des coûts de production qui sont très très faibles. Mais on a des coûts de production qui sont très très faibles aussi parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la vérité, l'information, parce que ces organes de presse ont fait le travail à notre place. Hein. Moi, j'ai pas l'intention dans Silicon Carnet d'aller me taper 4 heures de réunion du du conseil municipal de San Francisco, à aller écouter des woke pendant 4 heures au conseil municipal de San Francisco pour vous donner mon analyse sur l'opinion. J'espère que San Francisco Chronicle fasse le boulot à ma place. Hein. Donc c'est ça. Et Hugo Décrypte, ce que tu me dis là est assez intéressant. Mais si il se dit que lui il va faire ce travail d'aller
chercher les faits par lui-même, mais ses coûts de production vont être démultipliés. Hein. Le modèle économique, il sera le même que pour les médias traditionnels, hein, pour lui. Hein. C'est vrai qu'un bon journaliste terrain, ça vaut de l'or. Je vais faire une analogie osée avec les espions. C'est-à-dire qu'avant, on avait des espions qui étaient sur le terrain et on avait une information qui était hyper précise. Avec la tech, notamment les Américains ont enlevé beaucoup de gens du terrain. Et ils ont perdu énormément d'informations. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans tous les pays qui ont besoin d'avoir des espions, c'est qu'on remet des gens sur le terrain. Et l'analogie, c'est avec le journalisme, c'est pareil. Si on se détache à un moment donné du terrain et qu'on essaie de faire ce que font tous ces médias en récupérant ce qui a été fait pour eux, à un moment donné, ça ne marchera plus. Et on doit, à un moment donné, remettre des journalistes sur le terrain, des vrais journalistes d'investigation, dont c'est le métier, parce que c'est un métier. Et si on se sépare de ça, on prend un risque énorme de se détacher de la vérité. Bon les gars, vous avez vu le dernier tweet de Elon Musk qui a annoncé que Neuralink avait réussi un implant sur un cerveau humain pour la première fois. Il n'a pas dit ça. First human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Alors toi, tu utilisais le mot réussi. On n'en sait rien. Oui. Et le tweet d'Elon Musk ne dit pas qu'il a réussi. Oui. Ils ont juste implanté et que le gars est en salle de réveil, en gros. D'ailleurs, j'avais hier soir à dîner une neurologue à la maison que j'embrasse, Dorothée, et qui me disait qu'elle était excédée par ce tweet-là. C'est ça qui est formidable à San Francisco, c'est que tu as une neurologue, mais elle est à fond dans la tech, c'est-à-dire qu'elle peut pas voir Neuralink, et elle connaît tout de Neuralink, et elle déteste Elon Musk, etc. Et elle me disait qu'elle était excédée pour une raison, non pas cette histoire de chipset, elle trouve ça super excitant, mais c'est le fait que Elon Musk ait marqué que is recovering well. Ça l'a rendu folle. C'est-à-dire que pour elle, Elon Musk n'est pas un médecin et il n'a pas à dire que le patient se porte bien. D'abord, ça ne veut rien dire. On ne dit jamais ça. Il se porte bien, c'est-à-dire quoi? Il respire. Ça veut dire quoi? Il se porte bien. Pour elle, tu vois, c'était sur l'aspect médical, c'était impossible d'avoir un Elon Musk qui parle comme un médecin. Alors qu'il n'est pas un médecin. On ne sait pas s'il se porte bien. Il est en salle de réveil. He's recovering well. Ah ben, on sait rien. Ouais. En règle générale, les choses se passent, on dit rien, on attend que ça aille bien, et là on parle. Là, il a parlé juste après, ce qui est assez rare, généralement. Ouais. Alors, on explique un petit peu, hein, parce que la technologie est quand même spectaculaire. Neuralink, cette société, elle existe déjà depuis un petit bout de temps. Elle a levé un peu plus de 300 millions de dollars. Je monte la vidéo parce qu'elle est juste spectaculaire, même si c'est un petit peu creepy, hein, il faut le dire. Donc, il s'agit d'implanter une chipset dans votre cerveau. Le marketing, le branding, juste génial. Ça s'appelle télépathie. Enfin, moi, je trouve... putain, les mecs sont quand même hyper forts. Alors, ça a la taille d'une pièce de monnaie et ça permet le contrôle d'un smartphone ou de n'importe quel device Bluetooth connecté. Par la force de la pensée, vous êtes capable de passer un coup de fil, de décrocher votre téléphone juste par la force de la pensée. Et c'est pour ça que le nom de télépathie est juste incroyable, ou d'envoyer des messages. Donc on pense bien évidemment à Stephen Hawking qui, on se rappelle comment est-ce qu'il communiquait et comment c'était laborieux. Ben là, tout d'un coup, on imagine qu'un Stephen Hawking aurait pu communiquer beaucoup plus facilement avec l'humanité grâce à une technologie pareille. Ça vous inspire quoi? Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu ça? Moi, d'abord ce que ça m'a inspiré, c'est que c'est pas la première fois qu'ils le font. C'est pas les premiers à le faire. Hein. Il y a des chercheurs suisses qui ont implanté un implant dans des gens qui étaient paralysés, qui l'ont mis dans le cerveau et dans la moelle épinière, si je me rappelle bien. À l'école polytechnique de Lausanne, exact. Exactement, et qui permettait aux gens, si tu veux, de marcher. Par la pensée, en donnant un ordre à ses jambes pour que ça marche. Pour commander un exosquelette, pas de marcher. Malheureusement, ils sont cassés les pauvres, mais ils pouvaient commander un exosquelette par la force de la pensée. Et ça fonctionnait. Donc non, là c'était quand même planté dans la moelle épinière et dans le cerveau de l'individu. Hein. C'était pas dans les exosquelettes. Hein. C'était ce que j'avais lu. Moi, c'était plus un peu comme ce que fait Elon Musk. Donc ça m'a fait rappeler ça déjà d'une part. D'autre part, c'est vrai que ça paraît bon, le cerveau, on ne connaît rien sur le cerveau. Moi, je suis pas médecin, mais je sais que c'est un domaine qui est quand même assez mystérieux pour la médecine aujourd'hui. Mais de s'imaginer qu'effectivement, on peut
avec des impulses électriques, aller redynamiser des zones du corps qui marchaient mal, c'est fascinant de se dire qu'on peut y arriver. Moi, je trouve ça fascinant, et j'espère qu'on va y arriver parce que ça va redonner plein de choses à des gens qui sont meurtris dans leur vie, quoi. Donc, si on peut y arriver, c'est génial. Maintenant, la vitesse à laquelle il le fait, à laquelle il l'annonce, me paraît un peu surprenante parce que Neuralink, c'est quand même assez jeune. Ouais, mais on reproche toujours à Musk de ne pas délivrer, de donner toujours des messages en disant et de jamais respecter en fait les deadlines. Bah là, justement, avec Neuralink, il va plus vite qu'on ne le pensait. Là, cette fois, au contraire. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, on dit qu'il a testé sur plein d'animaux aussi. Hein. On dit c'est pas la première fois. Hein. Ah bah il a commencé sur des cochons, des singes, ouais, des otaries. Non, je sais pas s'il a fait des otaries, mais plein de trucs. Des baleines. Mais là, c'est la première fois effectivement sur un humain. Quentin, quand t'as vu cette vidéo, cette annonce, tu t'es dit quoi? J'ai d'abord pensé que c'était génial, et puis après, comme tout le monde, j'ai pensé à dans 5-10 ans jusqu'où ça va aller, quoi. Donc là, tu peux voir des choses un peu plus creepy, un peu plus étranges arriver. Au sujet de l'annonce et la manière dont c'est fait, effectivement, c'est pas un médecin et c'est un peu rapide, mais bon, on comprend le coup de com' et ce qu'il cherche à faire ici. Puis je trouve que c'est un petit peu typique de Elon Musk quand même. Ce qui est sympa aussi, c'est quand même qu'ils annoncent que vraiment ils vont se focaliser a priori sur les premiers use cases pour des raisons de santé. On n'est pas c'est un peu trompeur parce que sur la vidéo, il voit que tu pilotes ton téléphone avec ton cerveau. Tu pourrais dire ouais, je vais scroller en gardant mes mains sous ma couverture toute la journée, tu vois. Non, ils disent quand même que les premiers use cases ce seront pour des gens qui en ont le plus besoin pour des raisons de santé. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Après, je suis pas étonné. Nos téléphones, c'est déjà des extensions de nous-mêmes. On ne va qu'un pas de plus vers l'avant. C'est dans la continuité de ce qu'on a déjà commencé. Alors, je vais continuer dans les références cryptiques, Carlos. Tu connais la loi de Murphy, le coup de la tartine beurrée. Tu connais la loi de Moore, où on multiplie la puissance des microprocesseurs tous les 18 mois. Il y a la loi d'Amara, que tu connais peut-être. C'est où la tendance à surestimer les effets de la technologie à court terme et à sous-estimer les effets de la technologie à long terme. Là, ça, c'est Amara's Law. Je voyais l'autre jour une présentation très très intéressante où un gars présentait tous les supercalculateurs depuis 2000. Donc, ces supercalculateurs, les grosses salles blanches, etc. Ça coûtait des centaines de millions de dollars. Et ensuite, il te montrait un ordinateur sur Amazon, $600. Et ben, c'est la même puissance de calcul en flop que le plus gros des supercalculateurs de 2002. Waouh. Ok, 22 ans. Ensuite, il te montre la puce qui est installée dans toutes les Tesla sorties en 2021. C'est la même puissance de calcul que le plus gros des supercalculateurs en 2007. C'est-à-dire que le plus gros des ordinateurs en 14 ans, en 2007, 14 ans plus tard, est un truc ultra banal sorti à des centaines de milliers d'exemplaires. Commoditisé, ouais. Ça me fait penser à la loi d'Amara, cette puce. Donc, on est très impressionné. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps tout de suite à qu'on en fasse des choses utiles. Mais l'impact à long terme risque d'être très 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 important. Ouais, je suis entièrement d'accord, Rodrigo. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que et je pense que cette loi d'Amara que je ne connaissais pas, je pense que lui, Elon Musk, il la connaît très très bien parce que c'est quand on regarde la stratégie d'Elon Musk, c'est toujours la même et elle fait écho justement à cette loi d'Amara. C'est-à-dire que Musk arrive avec un message hyper mission oriented. Il a un purpose sur Terre, etc. La mission de Tesla, c'est de créer une énergie renouvelable. La mission de SpaceX, c'est de permettre à notre espèce de vivre sur plusieurs planètes. Et la mission de Neuralink, c'est de permettre à l'humain de rivaliser avec l'intelligence artificielle et d'être capable de mémoriser de l'information comme le ferait un ChatGPT, etc. Donc, il vient toujours avec une mission comme ça, hyper un big hack, comme disent les Américains, big hairy audacious goal, un truc qui fait rêver tout le monde et qui marque les esprits. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il met sur le marché un produit high-end. On se rappelle, Tesla, la première voiture, c'était un Roadster plutôt cher. La première application de SpaceX, c'est Starlink, qui est utilisée essentiellement par des mecs riches qui ont des ranchs au milieu de nulle part et qui ont besoin d'avoir une connexion Internet. Et ensuite, il va démocratiser ce prix-là. Et je pense que c'est la loi d'Amara qu'il a en tête. C'est exactement ça, c'est de dire à court terme, ça sert peut-être pas, c'est peut-être pas très impliquant, mais il y a quand même un marché à prendre. Et sur Neuralink, bah c'est les gens qui souffrent de pathologies graves ou d'handicaps graves. Mais à long terme, et le mec, je pense qu'il pense à très long terme, il se dit et c'est un peu le sens qu'il nous montre dans sa vidéo, quoi. C'est que moi, je me suis dit, mais t'imagines l'apprentissage des langues avec ça?
t'as cette puce-là, quoi, en fait, tu te branches sur le mec qui a fait Duolingo pendant 10 ans pour apprendre le japonais. Là, tu branches la puce et puis tu fais upload, quoi, en fait, et 2 heures plus tard, tu parles japonais, quoi, en fait. Mais ça vous fait pas penser à Matrix, là? Quand il apprend le karaté et qu'il se met le truc dans la tête, t'as pas envie de faire ça? Je vais soutenir ce que tu dis, parce que moi j'ai rencontré Elon Musk il y a une dizaine d'années à un dîner du web, des conférences à l'époque, et je lui ai demandé, et alors, next step? Il me dit Mars. Le mec est ultra focus long terme. Absolument, pour de vrai. Après, il t'explique que no plan B, blablabla, blablabla. Mais je vais revenir un petit peu en arrière. On s'en rend pas compte. Mais on est déjà des humains augmentés. Et là, on va au transhumanisme. On l'est déjà. Imaginez, il y a 20 ans. Non, explique, Rodrigo, comment est-ce qu'on est déjà des humains augmentés? Mais je suis en train de te le dire. Donc, il y a 20 ans, est-ce que tu pensais pouvoir parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète, par exemple à San Francisco, l'entendre, le voir? Non. En temps réel. Est-ce que tu pensais, il y a 20 ans, avoir une mémoire infinie? Non. En fait, on est tous devenus des humains augmentés avec quelque chose qui n'est pas sous notre peau, mais sur notre peau, et ça s'appelle le téléphone. On se balade. On l'a dans la main toute la journée, on l'a dans la main, on l'a pas toute la journée dans la main, et avec ça, on est devenus des humains augmentés déjà. Donc, qu'on l'ait à l'extérieur ou à l'intérieur de la peau, ça change finalement pas grand-chose. Et de fait, les algorithmes permettent de comprendre de mieux en mieux, on n'y est pas encore, mais de mieux en mieux les ondes cérébrales. Moi, on m'avait fait une démo, alors j'étais allé à la Singularity University là-bas dans la vallée en 2015, des capteurs sur la tête, et les capteurs sur la tête avec les ondes permettent de retranscrire sur un écran, pas encore complètement, mais des ombres de ce à quoi tu es en train de penser. Petit à petit, on va arriver à faire cela. Eh ben tant mieux. Je sais pas si c'est la même chose, hein, parce que si le téléphone déconne, tu le jettes et tu le changes. Si le truc que tu as dans le cerveau, il déconne, c'est pas la même mayonnaise quand même. Mais c'est comme un pacemaker. On se pose pas la question d'avoir un pacemaker qui régule ton rythme cardiaque. Eh oui. Il y a une opération chirurgicale, je suis d'accord. Mais il y a ce phénomène, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Rodrigo, si on regarde les Fitbit qu'on porte, les Apple Watch qui regardent notre taux d'oxygène, enfin qui essayent, visiblement ils le font plus. Mais tous ces trucs-là qu'on se met sur notre corps, les Apple Vision Pro, c'est exactement ça. Il est logique au bout d'un moment, ça passe de l'extérieur à l'intérieur, et c'est la vision de Musk. Et quelque part, c'est un peu creepy. Je sais pas si je m'installerai. Enfin, en tout cas, moi, j'attendrai qu'il y ait pas mal d'études pour voir quelles sont les conséquences de ce truc-là. Mais sincèrement, nos petits enfants, de la même façon qu'ils nous ont demandé un iPhone, je pense qu'on va pas tarder à vivre une époque où les mecs vont te dire, papa, implante-moi, je veux un implant, quoi. Tu vois, c'est dingue. Mais je te rappelle que un de mes amis à San Francisco va à Whole Foods et fait, hey, je paye. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est comme si j'avais une puce dans la main, quoi. Mais oui. Ouais, sauf que t'as ton empreinte digitale. Donc. Sauf que cette fois, on touche au corps et c'est là où ça pose une question, quoi. Avant, il y a que l'interface qui change. Moi, je suis complètement d'accord. C'est qu'une question d'interface, tout ça. Mais là, on touche au corps et c'est peut-être ça qui est un peu différent par rapport à avant, quoi. Voilà. C'est une chip dans ton cerveau. Mais imagine que je te dis, c'est un suppositoire. Tu vois, non, bien évidemment ça marche pas, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas dire, oh bah si c'est un suppositoire, je vais le prendre. Tu vois ce que je veux dire. Donc on va vers là, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que on y va. De toute façon, on y va, c'est une évidence. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais je suis sûr que c'est sur YouTube. Comment on fait un implant de hanche? C'est monstrueux. On y va avec une méga scie, avec un levier. On enlève l'os, on scie l'os. En quelques secondes, on fait construire exactement à votre forme un bout de métal qui va s'implanter. On le met à Limoges d'ailleurs. Et on le remet dedans, on te recourt un peu de réduc et tu remarches. Tout ça, ça t'a l'air génial. Tout le monde est, waouh, c'est génial. Maintenant, si je te dis, la hanche ou le bout de fémur qu'on te met dans le corps, je mets une puce là-dedans et c'est connecté et ça va te donner ton nombre de pas comme Fitbit de manière plus précise. Panique à bord. Tu dis, waouh! Ben non, c'est la même chose. C'est la même chose.
D'ailleurs, je remontre cette image, cette joke qui circule sur Internet. Je sais pas si vous l'avez vu, où Bill Gates disait on va faire plus de vaccins et que tout le monde a dit vous vous rappelez les conspirationnistes qui disaient ils ont mis des microchips dans les vaccins pour regarder ce qu'on fait, etc., etc. Et aujourd'hui, on a Elon Musk qui dit non mais moi je vais mettre vraiment une microchip dans votre cerveau et tout le monde est là putain c'est génial. Donc c'est assez marrant de voir que les mentalités aussi peuvent évoluer. Tout ça est une question de delivery et de marketing, certainement. Autre fun fact que j'ai trouvé sur Internet que je vous montre, c'est alors ça, j'ai été bluffé et c'est là que tu te dis que le mec est un génie absolu, quoi. C'est-à-dire que regardez le logo de Neuralink et la forme du logo. En fait, c'est la forme d'une neurone. De l'activation d'une neurone dans le cerveau. Et il a repris la forme de l'activation d'un neurone dans le cerveau pour faire le logo de Neuralink. Et tout est pensé, tous les détails sont pensés. Bon, c'est un être détestable peut-être, mais moi, il me stupéfait et cette semaine, il nous a encore stupéfait. Bon, qui est prêt à se mettre une puce parmi nous? Imaginez que on a fait le test, ça marche. Il y a déjà des gens qui sont installés une puce, etc. Bon, ça n'arrivera peut-être pas de notre vivant, mais imaginez que si l'année prochaine c'est possible, vous le faites ou pas? Loi d'Amara, ça va arriver de notre vivant. Tu crois? Ouais. Oh oui. Et à ce moment-là, tu t'installes la puce ou pas? Imagine, parce qu'on va peut-être, nous, on commence à être vieux, on va peut-être toucher d'Alzheimer ou de trucs comme ça. Moi, je me l'installe. Écoute, si j'ai un bénéfice personnel. C'est possible. C'est possible. C'est de la même manière qu'on se dit, je vais m'inscrire chez Facebook et je sais que tout ce que je vais faire sur Facebook, toutes les données vont partir. C'est à peu près en privacy, c'est à peu près le même débat. Et le bénéfice que j'en ai, c'est d'être en contact de vous tous, d'avoir plein d'informations. Donc j'ai un bénéfice. Si d'avoir une puce, si j'arrive plus à marcher, par exemple, ou si je suis incontinent, ça va arriver. Non mais pense à des choses plus radicales, plus oui, simples si que ça. À marcher, bien évidemment. Ça, bien sûr. Mais juste de faire des Google Search dans ta tête. Mais t'imagines le délire? Ça, je le ferai pas. Par contre, c'est effectivement, si ça touche, si ça me permet d'être plus intègre, si je perds en intégrité, ça m'intéresse. Mais si c'est juste pour aller faire un truc que je peux faire avec le doigt, je le ferai pas. Ah, intéressant. Moi, j'adorerais avoir dans mes lunettes, là, les petites lunettes mignonnes, d'avoir l'Apple Vision. Mais là, et je fais la recherche là, j'adorerais. Trop bien. Non, mais t'es un geek, toi, c'est normal. Ah bah, ouais, t'es un geek. L'humain augmenté, c'est intéressant. Après, moi, je rejoins Rodrigo. C'est quoi la promesse? Quelle est la promesse? C'est ça qui va te faire décider. Non, mais sincèrement, si on va dans cette direction, je pense que ça change énormément de choses. Regardez Netflix. Bah là, maintenant, tout d'un coup, tu peux créer des productions audiovisuelles où t'as plus qu'à fermer les yeux et de passer le film dans ta tête. Mais putain, moi, depuis cette annonce-là, je suis bombardé d'usages comme ça. Alors j'ai pensé aux jeux. Les mecs qui vont jouer, tu sais à qui veut gagner des millions, des trucs comme ça. Le mec il a une chipset, tu peux me poser n'importe quelle question, vas-y. Je search sur le web, j'ai la réponse, il y a pas de problème. Mais ça change tout sur la façon de travailler. Mais là, quand t'as ça qui sort, tu travailles plus. Enfin, c'est quoi? Là, il y a une question de sens. Quand tu sais tout, tu peux tout faire, t'as plus de dysfonctionnement, t'es connecté avec les gens en fait, il y a une question de sens. C'est plus une question de juste de technologie. Écoute, il y avait 50 devices sur mon bureau avant. Je prends la pub. Mais non, je n'ai qu'un seul. Je fais tout avec. Ma vie est meilleure. Ah non, mais ta vie est meilleure. On a tout un débat à avoir sur les techno-optimistes. Tu sais, t'as tout un mouvement dans la vallée sur les techno-optimistes qui veulent être anti-lobo, etc. Moi, je suis un techno-optimiste. Je suis dans le Pierre. Moi, je pense que ça aura des implications médicales au départ. Je pense aussi, il faut quand même le dire, qu'on ne connaît pas grand-chose au cerveau aujourd'hui et que pourtant on cherche depuis longtemps et que donc ça reste un domaine qui est extrêmement complexe. Donc même si la technologie évolue, la connaissance intrinsèque de la biologie du cerveau humain, je ne sais pas si on va l'acquérir à la même vitesse que la technologie pourra évoluer. Donc je suis pas sûr que ta loi fonctionne. Donc je sais pas. Après moi je pense aussi qu'il faut rester humain, tu vois. Moi j'ai envie de m'ennuyer, j'ai envie d'avoir mal, j'ai envie d'avoir des choses qui soient un peu humaines parce que c'est ce qui fait de nous des humains. Et si tu m'enlèves ce côté-là et que tu m'augmentes, je deviens quoi? Donc moi j'aime bien l'imperfection humaine et j'ai pas envie qu'on me répare à chaque fois que je suis imparfait parce que sinon je suis plus humain. Je vous laisse on va s'arrêter là-dessus. Hein.
Et c'est une vraie question philosophique, effectivement. Je pense que la création, elle repose justement sur cette capacité, sur cette imperfection, effectivement. Donc, mais je suis pas certain que ça nous amène vers de la perfection, hein, tout ça. Ça nous amène vers de l'augmentation. C'est pas parce que je peux searcher sur Google directement dans ma tête que ça va certes me donner plus d'accès à de l'information, mais pas forcément me rendre meilleur. Ça c'est une autre question. Bon, écoutez, c'était passionnant. Merci, cette conversation était géniale. J'ai adoré discuter avec vous de tout ça. On se revoit très vite dans un prochain Silicon Carnet. Avec ça plaisir. vous a plu? Salut Carlos. Bon. Yes. Abonnez-vous à Silicon Carnet, faites vos commentaires, on attend vos réflexions sur nos réflexions et on a envie de participer à la conversation avec vous et pas simplement entre nous. Hasta luego amigos!